Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission En direct de chez vous. Aujourd'hui, je vous invite et on vous invite à une balade dans la vallée de l'Échelle autour de ces monuments qui sont évidemment principalement des églises. Et pour nous suivre dans cette émission, comme souvent, nous avons recours à notre spécialiste historien, le père Laurent Morin, qui n'est pas là aujourd'hui en tant que curé et doyen du Grand Angoulême, mais comme prêtre et historien qui va nous faire découvrir bien les merveilles que nous avons autour de nous. Aujourd'hui, à 15 km à l'est d'Angoulême, nous commençons par l'église de Boué, l'église Saint-Étienne de Boué, et puis l'ensemble, le petit château, le lavoir. Donc c'est cette balade à laquelle je vous invite. J'en profite au passage pour remercier Madame de Fontaine et le Père Michel Granger qui nous permettent d'entrer dans ces églises, car ce sont eux qui ont les clés. Voilà, Père Morin, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette balade dans la vallée de l'Échelle, c'était une de vos propositions quand nous avons discuté ensemble. D'abord, pourquoi et pourquoi commencer ici? Enfin, racontez-nous. Eh bien tout simplement parce qu'il y a de très beaux monuments romans, il y a un bel ensemble d'églises du XIIe siècle qui constituent cet ensemble paroissial donc à l'est d'Angoulême et peut-être un petit peu oublié aujourd'hui. Cela nécessite une visite et un intérêt renouvelé car nous avons de belles visites pour les amateurs d'art roman et même au-delà pour les curieux tout simplement de nos villages charentais. Ah, c'est sûr que si on vient ici, on pose sa voiture et on a de quoi voir et laisser la campagne nous parler également. Alors, puisque nous sommes devant cette église, parlez-nous de cette église romane Saint-Étienne de Boué. Oui, alors comme si vous avez l'image, vous allez vite vous en apercevoir, la façade est déjà remaniée suite aux guerres de religion. On voit un aspect défensif ici avec les bretèches à mi-hauteur qui montre qu'à une époque, avec une ouverture qui a été refermée au-dessus, à une époque l'église était fortifiée et a dû se défendre. Nous sommes vraisemblablement là au début du XVIIe siècle, donc juste après les guerres de religion. Il faut se protéger donc de cette période d'insécurité entre les troupes catholiques, les troupes protestantes. Il faut protéger l'église, il faut aussi la reconstruire. C'est le cas du petit clocher, petit clocheton même, qui aujourd'hui surmonte la façade et qui date du XVIIe siècle. Donc on voit une façade romane, simple, mais remaniée. Et si on redescend donc à la base, on a toujours les éléments, et notamment ce porche du XIIe siècle, qui est, on va dire, classique dans sa facture, mais si on se rapproche un peu plus des colonnes latérales de chaque côté de la porte d'entrée, on voit des chapiteaux qui sont sculptés, mais d'une façon assez originale, très fine. On a presque l'impression de graffiti, à peine ébauché, à peine taillé donc dans la pierre, et on a, si on s'en rapproche, eh bien, tout simplement des visages humains, mais très naïfs, très simplifiés, très stylisés. Vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression d'un totem, Oui, oui, totémique. totémique, effectivement, parce qu'on a la grande colonne, le grand fût à la base, et au sommet, eh bien effectivement, on peut symboliser le corps humain avec cette grande colonne haute, circulaire, cylindrique, et puis au sommet, la forme de la tête qui épouse finalement la forme du chapiteau. Ce qui est très original, et oui, on a affaire à un art qui semble intemporel, à la fois archaïque, à la fois peut-être très contemporain, voire post-moderne. Mais au Quai Branly, elle aurait sa Oui, place. oui, Hein, mais au oui. musée du Quai Branly, Jacques Chirac, elle aurait tout à fait sa place. Et c'est assez incroyable. Et là, sur la droite, on dirait presque une tête de serpent qui Oui, sort du chapiteau. oui, oui, avec peut-être une évocation du jardin d'Éden, Oui. puisqu'on a la végétation de chaque côté, là aussi des fleurs, des demi-rosaces. Euh, voilà, un art à la fois simple, naïf et puissant dans sa simplicité. On a affaire là à un porche que l'on peut dater du milieu du XIIe siècle, vraisemblablement 1148. 1148, c'est une année clé dans l'histoire de cette église de Boué, puisque c'est l'année où l'église qui vient d'être construite, vraisemblablement, hein, tout juste construite, est donnée
à l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême. Voilà. Donc on peut dire c'est l'époque, l'année, voire même de la construction, de la fondation de cette église de Boué. Si je comprends bien, il n'y a pas, enfin, il y a peut-être des prêtres résidents, mais ils dépendent d'abbayes. Il y a des curés résidents, tout à fait, il y a un curé résident, mais le curé est nommé par l'abbé de Saint-Cybard et les revenus de l'Église, les revenus de la dîme, hein, les revenus financiers, on va dire, L'impôt de l'Église, l'impôt de finalement. l'Église va en partie, en bonne partie, à l'abbaye de Saint-Cybard, qui nomme donc le curé, et en retour aussi, qui doit investir, c'est l'abbaye de Saint-Cybard qui va financer, on va dire, la construction au milieu du XIIe de cette église romane de Boué. C'est aussi son intérêt que ça fonctionne. Oui, voilà, c'est un donnant-donnant, c'est le jeu de l'investissement et d'un retour, on va dire, sur investissement avec le travail des villageois. Très bien, alors maintenant, vous l'entendez à la radio, ça résonne. Donc nous sommes rentrés dans cette église qui, aujourd'hui, il y a du soleil, est une véritable élévation. Lorsque nous sommes là, après avoir passé le porche, et qu'on regarde le chœur avec ses 3 vitraux élancés et ses voûtes, c'est absolument magnifique. On se sent aspiré, et pourtant, nous ne sommes pas encore dans du gothique, nous sommes dans du roman. Et oui, et c'est ça qui est intéressant dans cette église Saint-Étienne de Boué, c'est qu'il y a en fait 2 parties. Il y a la nef dans laquelle nous nous trouvons, qui est constituée de 4 travées, de cette époque donc du milieu du XIIe siècle, avec l'arcature en plein cintre, à la fois constituant sa voûte, comme aussi les murs latéraux qui sont ouverts sur des arcatures en plein cintre, ouvrant donc sur les baies vitrées, les vitraux pour éclairer la nef. Classique, belle nef romane, milieu XIIe. Et puis, comme vous le disiez à l'instant, Jean-Michel, il y a dans le prolongement de cette nef le carré qui portait le clocher à l'origine, et surtout le sanctuaire, le chevet, qui est un sanctuaire plat, ouvert par 3 fenêtres, donc un triplet, qui est à la fois une transition entre le roman et le gothique. Effectivement, il y a l'élévation déjà un peu gothique, mais on a encore les formes romanes, on a bien ce triplet qui est surmonté de trois pleins cintres. Hein. Donc on a des fenêtres romanes, hautes et étroites, qui peuvent déjà faire penser au gothique, et on a la croisée de ce chevet qui est une croisée d'ogives, donc déjà ogivale, déjà gothique. On est dans ces 2 travées du chœur et du sanctuaire, on est à la fin du XIIe, 2e époque de construction, milieu XIIe pour la nef et fin XIIe pour le chœur, et on y voit une influence notamment de l'abbaye Notre-Dame de la Couronne, qui vient juste d'être construite dans les années 1180, avec ce triplet et ce genre donc de murs pour éclairer l'est, la partie orientale des églises, et on s'inspire donc de cette abbaye de la Couronne qui vient juste d'être construite. On est dans les années vraisemblablement 1190 et on fait un peu la même chose ici donc à Boué. Alors avant de construire ce chœur, qu'est-ce qu'il y avait? Les gens pratiquaient comment? Ça veut dire qu'ils étaient dans une église toujours en construction? Finalement, oui, je pense qu'il y a eu une période entre 1147 et 1190 où les travaux devaient à peu près être stabilisés, vraisemblablement avec un chœur beaucoup plus simple, beaucoup plus petit, qui devait occuper juste une des 2 travées actuelles. Et en fait, on le voit d'ailleurs, le niveau du sol est plus élevé. On a augmenté, on a ajouté une travée supplémentaire donc à l'extrême fin du XIIe siècle pour faire donc ce sanctuaire. On voit aussi des liernes en zigzag pour cette croisée d'ogives de ce sanctuaire. On voit également une très belle piscine liturgique sur la partie droite de l'église, donc au sud. On voit aussi sur le côté, alors, une chapelle qui a dû être ajoutée peut-être dès ce moment-là sur donc la partie nord, qui fait une excroissance donc du vaisseau central.
Quand je regarde ce chœur, ça me rappelle, et vous parliez des piscines, c'est-à-dire l'endroit où on fait le lavabo, etc., qui sont, on va dire, comme des placards arrondis dans les murs. Ça me rappelle l'église Grand-Montaine de Rosé. Il y a quelque chose comme ça. Ici, c'est plus étroit au niveau du chœur, mais c'est cette simplicité. Et puis, tout à l'heure, elle sonne bien. Hein, voilà. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, etc. Voilà, c'était pour vous faire goûter un petit peu l'acoustique de cette église, c'est excellent. Alors maintenant, nous allons ressortir parce qu'il y a l'église et puis l'ensemble architectural, dont le château, le lavoir, pour qu'on vous fasse partager un petit peu cette visite d'aujourd'hui. Alors en ressortant, on peut souligner aussi que cette église a été restaurée à 2 reprises assez récemment. Tout d'abord en 1984, où l'aménagement liturgique actuel a été réalisé par la paroisse et béni par Monseigneur Roll à l'époque. Et puis il y a également eu en 2012 des restaurations intérieures pour remettre notamment à la pierre toutes ces sculptures et notamment une litre funéraire que l'on voit par endroits à l'intérieur de la nef. Alors là, nous venons de sortir de l'église, vous l'entendez aussi, hein, le son est plus plat, on va dire. Nous avons sur notre gauche le château. Oui, un très beau corps de logis de style classique, fin 17e, mais à la façon charentaise, donc beaucoup plus rurale, avec des toitures à la mansard, très jolies fenêtres en encorbellement. Voilà, tout à fait d'époque, fin 17e. C'est l'époque, je vous l'ai dit également, où l'église est restaurée suite aux guerres de religion. Hein, c'est lié. Et ce qui est particulier, c'est que ce corps de logis 17e est vraiment incrusté quasiment jusque dans l'église. Il y a un mur commun, c'est comme une prolongation de l'église. On voit également que ce logis 17e avait des parties bien plus anciennes. Il y a des bases de murs, une base médiévale, hein, vraisemblablement, avec des parties plus anciennes à la base de ce vieux logis. Et on notera aussi, même si c'est un petit peu dissimulé derrière les arcs, à l'extrémité du corps de logis, un très beau portail avec un crénelage et une belle ouverture sur anse de panier. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un très très bel ensemble architectural. Les cheminées sont très élancées aussi, sont très belles. Alors pourquoi vous disiez 17e charentais rural? Ça veut dire quoi? Oui, non, évidemment, si on compare par rapport à Versailles ou aux constructions urbaines, ici on est un petit peu dans son jus, c'est pas parfait, c'est un petit peu... on voit qu'on reprend sur des éléments plus anciens, avec les pierres du pays, voilà. Oui, mais on s'adapte, on Oui, cale, oui. on n'a pas un mansard ici ou un le nôtre, etc. Et en contrebas, on a traversé la route et nous voici tout de suite arrivés sur ce vieux lavoir qui a beaucoup de charme, hein, qui est en contrebas de l'église et du logis, avec les vieilles pompes d'ailleurs 1900. À Manivelle. À Manivelle, bien sûr. Et puis voilà, c'est aussi un lieu de promenade, un lieu de pique-nique, pour un petit peu se délasser dans un cadre, ma foi, très bucolique. Alors vous dites ça aujourd'hui, mais autrefois c'était le lavoir, c'était aussi un... Alors c'était à la fois un endroit où l'on travaillait, où on lavait, et c'était un endroit pour la communication. Et oui, c'était le lieu où on échangeait les nouvelles, ou les ragots. Alors voilà, donc on descend auprès de ce lavoir. Je suppose que c'est pas une source, c'est quoi? C'est une petite rivière? Qu'est-ce qui passe ici? Eh bien, c'est une résurgence. C'est une résurgence, voilà. Et qui est, parce qu'on voit que ça coule, et l'église, évidemment. Alors la vue, je vous invite, si vous venez à Boué, quand même, à descendre au pied de ce lavoir. Vous entendez peut-être l'eau en ce moment. Voilà, j'ai laissé la parole à l'eau. Nous sommes finalement presque en dessous de l'église. Et les églises, on le sait, à cette époque, étaient aussi construites sur des sources, des fontaines, certaines fontaines miraculeuses ou autres. Et tout ça
je veux dire, ça fait sens et on voit bien ce petit clocheton dont vous parliez qui a été rajouté. Le grand clocher, bien sûr, a disparu. On aperçoit des motifs du château derrière. C'est vraiment, je vous invite à descendre auprès de ce lavoir qui d'ailleurs a été très bien restauré avec des troncs d'arbres, avec des feuilles en bois sculpté. Et ça a beaucoup d'allure, j'avoue. C'est simple, c'est comme le château. C'est sans doute à la charentaise, mais avec beaucoup de goût et on s'y sent bien. Oui, et on est tout près du centre du village, tout près de la mairie et de la salle communale, salle des fêtes actuelle. Et en fait, un village qui a un petit peu deux parties. Il y a cet axe-là qui est un petit peu le vieux bourg et une autre partie du village qui est parallèle. Après avoir passé quelques champs, on se retrouve dans l'autre partie du bourg de Boué, hein, en deux temps. Voilà, ben alors on va continuer notre balade, on va laisser Boué. Où est-ce que vous allez nous conduire, Père Morin, maintenant, dans cette émission en direct de chez vous? Eh bien, je vous propose de faire 4 kilomètres pour se retrouver à Serres, là encore avec une très jolie église romane. Alors on y va. Alors Père Laurent Morin, nous voici maintenant au pied et devant l'église de Serres, qui est à la fois simplement majestueuse, ce clocher est formidable et on a l'impression qu'on peut l'enlacer puisqu'on est à côté, alors que c'est quand même une sacrée construction du XIe siècle. Oui, même du 12e, le clocher du 12e, si la base de l'église, elle, effectivement, est de la fin du 11e. On a vraiment affaire à cette tour romane qui surprend dans la simplicité de ce paysage. Elle fait une trentaine de mètres de haut. Pour une église rurale, c'est assez exceptionnel. 30 mètres de haut avec 3 étages de baies en plein cintre, en retrait les uns des autres légèrement, avec les archivoltes qui se succèdent. Les 2 derniers étages sont ajourés bien sûr pour entendre le son des cloches à la volée. Il y a eu une injonction au 19e de l'escalier pour y accéder. Et puis la nef qui est beaucoup plus basse dans le prolongement et qui est quasiment intégrée dans la construction du château féodal à la base, puis château remanié largement au XVe et XVIIe siècle dans ce bourg de Boué. De Serres. De Serres, voilà, oui, oui. C'était la transition entre Boué et Serres. Le château d'ailleurs qui fait maison d'hôte. Et cette tour, pour en revenir à elle, elle est carrée. Tour carrée, cela peut faire penser aussi au clocher de Garde-le-Pontarou, à d'autres clochers romans de forme carrée. Les clochers de la cathédrale d'Angoulême, à la base, étaient au XIIe siècle aussi carrés. Donc là, on a vraiment affaire à une influence peut-être de la cathédrale d'Angoulême. On est bien donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle lorsque l'on édifie ce clocher sur des bases plus anciennes. Alors on s'approche là parce que c'est un promontoire, hein. Nous sommes sur une terrasse, j'allais dire, et l'église se décline sur la petite colline sur laquelle nous nous trouvons. En contrebas, c'est une exploitation agricole et on voit loin les prairies et les bois qui s'étagent au pied de la vallée. C'est vraiment un très très bel ensemble avec beaucoup d'harmonie. Vous parliez de cette époque, qu'est-ce qui se passe en France et plus particulièrement en Angoumois à cette époque? Eh bien, à la fin du XIe siècle, l'époque donc où est construite la première église de Serres, on a affaire à le blanc manteau d'église dont parle le moine Raoul Glaber au milieu du XIe siècle. La France se couvre d'un blanc manteau d'église. Et après, on a tout le système finalement à la fois féodal et religieux qui s'organisent autour de la construction des châteaux et de l'église. On l'a vu tout à l'heure à Boué, on le voit ici à Serres. Il y a d'une façon très liée le château et l'église, mais géographiquement c'est quasiment le même ensemble. On est dans les mêmes constructions. Et à la fin du XIe siècle, lorsqu'on édifie cette petite église à Serres, il y a une donation qui est faite, qui va même être actée un petit peu plus tard, en 1110. Elle est l'œuvre du pape Pascal II
qui donne cette église et les terres qui vont avec, là encore c'est des revenus, c'est la vie des villageois, à la mense épiscopale d'Angoulême. Donc ce sera l'évêque d'Angoulême et ses collaborateurs qui vont percevoir à la fois les revenus de serre et aussi qui vont réinvestir là aussi pour notamment embellir et reconstruire cette église un siècle plus tard, donc fin XIIe, l'époque du clocher. Alors vous dites mense épiscopale, ça veut dire quoi? Les menses, ce sont des revenus liés toujours à des domaines. Voilà, c'était juste pour préciser ce mot que certains d'entre nous peuvent peut-être découvrir. Puisque vous parliez de l'histoire, on va quand même citer un livre, un ouvrage dont vous vous inspirez en partie, qui s'appelle Les Églises romanes d'Angoumois. C'est le tome 2, 75 églises de l'Angoumois roman. C'est d'ailleurs publié grâce au Conseil général, à l'époque général, de la Charente. Et c'est Madame Sylvie Ternay, et c'est aux éditions Le Croix-Vif. Oui, c'est une référence. Il y a une vingtaine d'années, Sylvie Ternay a repris le travail de Jean Georges, qui datait des années 1930, l'a réactualisé et a présenté effectivement une bonne soixantaine d'églises charentaises sous le prisme donc de cette architecture et des sources que l'on a sur la période donc romane, 11e, 12e siècle. Et on trouve toujours ce livre en vente en librairie ou sur Internet peut-être? Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est plus sur Internet. Malheureusement, les éditions du Croix-Vif ayant fermé leurs portes il y a 5 ans, c'est très difficile aujourd'hui d'être approvisionné de leurs livres d'une grande richesse pour le patrimoine et l'histoire charentaise. Alors nous déambulons sur les graviers. Voilà. Et donc nous arrivons devant le porche d'entrée latéral de l'église. Voilà, c'est original. Habituellement, les porches sont sur les façades occidentales, à l'ouest. Ici, comme la façade occidentale est partie intégrante du château, de la cour du château, on entre dans l'église par le flanc sud. Et le porche qui est d'origine, c'est un très beau porche roman aussi, avec les archivoltes, avec les arcades, soit à pointe de diamant, soit à damier, que l'on voit un tailloir à damier finement sculpté. Mais nous sommes sur le côté sud de l'église. Remarquez, c'est très agréable au soleil. Et on a cela dans quelques églises charentaises. On peut le retrouver à Marton, par exemple, l'église de Marton. Il y a 2 ou 3 autres églises ainsi conçues. C'est rare, mais c'est peut-être plus fréquent dans d'autres régions d'ailleurs. Qu'en Charente, on est vraiment habitué à nos façades et aux porches d'entrée occidentales. Bien, alors maintenant nous allons rentrer dans l'église elle-même, voilà, avec une petite tribune sans doute construite au 19e sur notre gauche et à la place de la porte d'entrée dont vous parliez, puisque c'est le château qui est derrière. Et là, on est à une église vraiment campagne, rurale dont vous parliez tout à l'heure, mais beaucoup moins élancée. On est vraiment dans du roman pur jus. Et oui, puisque, comme je le disais, la base de cette église est de la fin du XIe siècle. On le voit avec ce petit hémicycle en arc de cercle qui est le cœur de l'église, le chevet de l'église. On a une abside semi-circulaire toute petite, avec de petites dimensions. Ensuite, on a la base de ce qui est le carré qui porte le clocher, qui est à la base, là encore fin 11e, mais qui a été remanié à partir de sa moitié supérieure pour porter une très belle coupole octogonale qui porte sur 8 pans, elle-même qui repose sur 4 pendentifs qui permettent de passer donc du plan carré de la base de ce carré, qui est aujourd'hui le chœur, à un plan octogonal, donc à 8 côtés, puis un plan circulaire, demi-sphérique, qui est cette coupole sur laquelle est construite le clocher. C'est magnifique. On pourrait parler de cette symbolique, du carré, de l'octogone et du cercle. Et oui, le carré, c'est le monde créé.
L'octogone, c'est le 7 plus 1, c'est le 8e jour. Là encore, la création cette fois-ci divine. Alors le carré, c'est la création humaine, hein, c'est les 4 points, des 4 points cardinaux. Le 8, c'est le 7 plus 1, donc c'est le 8e jour de la création divine. Donc on passe de la création humaine à la création divine. Et enfin, la sphère qui se termine en un seul point, eh bien c'est le principe créateur lui-même, c'est Dieu. Voilà. Après, on se tait. On se tait, on admire pour ceux qui ont l'image, grâce à Kylian et à Samy qui nous suivent aujourd'hui pour Télé 16, qui est la web télé liée à notre radio RCF. Je vous invite donc à aller voir, pour ceux qui ont un ordinateur, et taper Télé 16 et regarder les images que nous faisons lors de cette balade dans ces églises de Boué, Serres et puis celle que nous allons voir après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'on se sent dans une espèce de forteresse et qui devient une forteresse spirituelle avec cette élévation dont vous parliez. Oui, avec bien sûr là aussi une église qui a été remaniée. Alors on le voit là, on voit très nettement la base du mur plus ancien, hein, fin 11e, les années 1080-1090, et puis ensuite le surhaussement de la fin du 12e, les années 1180. Et puis on voit aussi ces remaniements dans la nef. Comme l'église était petite, la population au Moyen-Âge va croître, et s'il n'y a pas trop d'épidémies, pas trop de guerres, eh bien, l'église devient vite trop petite pour loger tout le monde. Et on a, de chaque côté de la nef, eh bien, de part et d'autre, au nord comme au sud, on a 2 ouvertures, donc 4 au total, avec des voûtes qui ouvrent sur des chapelles latérales qui élargissent l'église, qui élargissent la nef. Ces chapelles latérales sont du XVe siècle. On voit principalement au sud 2 très belles voûtes d'ogives à Lierne du XVe siècle. Oui, on est tout à fait dans les reconstructions XVe siècle, début XVIe, qui élargissent donc le volume central. Même chose, donc première chapelle, deuxième chapelle. Et de l'autre côté, au nord, on a également une ouverture avec une chapelle qui élargit la nef. Cette chapelle a été fouillée lorsque l'église a été restaurée en 1973. Et à cette occasion, eh bien, il y a, je crois, une centaine de corps qui ont été retrouvés, de squelettes qui ont été retrouvés dans le décaissement, en fait, de cette chapelle latérale. Et les ossements ont été déposés dans un ossuaire sous cette chapelle latérale. Oui, parce que la chapelle, il faut le dire, on est à 40 cm plus bas que le sol de la nef principale. Oui, il y a bien 50 cm de différence entre cette partie qui a été fouillée, où étaient donc les sépultures. C'était très fréquent, une centaine de sépultures pour une chapelle ici de 2 travées qui fait environ 5 mètres de large sur 15 mètres de long à peine. C'est relativement fréquent. On enterrait les personnes, soit des personnes importantes, soit des personnes qui avaient une réputation un peu de sainteté. On les enterrait dans l'église. C'était un privilège qui n'a été aboli que sous Louis XVI au XVIIIe siècle. Alors peut-être pour des raisons sanitaires. Voilà, absolument. Ça devenait évidemment source de problèmes que l'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'à la veille de la Révolution, il y avait déjà pas mal de restructuration et on essayait d'être plus sur l'hygiène. C'était le début de tout ça. Et oui, et justement, puisqu'on parle de ces progrès de l'hygiène et donc aussi des soins et de la médecine, on peut faire ici un petit clin d'œil dans cette église à Jean Bouillot, qui a été baptisé ici même, sur ses fonds baptismaux, nous dit la plaque qui le commémore, en 1805. Jean Bouillot, c'est un des ardents défenseurs justement des progrès de la médecine contre les microbes, contre tout ce qui pouvait entraîner des maladies mortelles au début du XIXe siècle. C'est un collaborateur donc de Pasteur et de toute cette équipe qui permet aux Angoumoisins et
plus largement à l'ensemble des Français et même de la population mondiale de bénéficier donc des soins nécessaires pour éviter les contagions. Alors, Jean Bouillot, je m'approche de la plaque. Ce n'est pas qu'une place à Angoulême, hein. C'est le doyen de la faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut de France, membre de l'Académie de médecine et commandeur de la Légion d'honneur. Il est né à Gara, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, et est mort à Paris. Oui, et c'était aussi un authentique chrétien. Il y a une très belle épitaphe qui est gravée sur cette plaque, qu'il vive en Dieu, ce ferme chrétien qui sut chercher en Dieu la vraie science. Tout est dit. Tout est dit. Donc, on va ressortir de l'église de Serres. Je vous engage, si vous venez par là, eh bien, à demeurer comme nous l'avons fait tout à l'heure dans l'espace et s'asseoir, faire silence, écouter, et voir. Et avec ce château qui est juste là, à côté de nous, quand on sort de l'église sur la droite, c'est un très très bel ensemble. Et nous allons reprendre la route pour aller du côté de Dirac, à environ à 5 km de Serres. Alors, à tout de suite, à Dirac. Voilà, nous avons fait le chemin et nous sommes donc à Dirac, cher Père Laurent Morin, dans cette balade aujourd'hui d'En Direct de chez vous. Encore une hauteur sur laquelle se trouve une église romane, là aussi. Alors je vous laisse la parole, c'est vous le spécialiste. Eh bien, une église romane avec les caractéristiques habituelles. On a là encore une tour de clocher carré. La base, disons que le premier étage est tout à fait roman. On retrouve là encore les archivoltes en plein cintre et les colonnes romanes. La partie du deuxième étage, la partie la plus élevée, a dû être remaniée, reconstruite un peu plus tard, sans doute après la guerre de Cent Ans, voire guerre de religion. On a également la vue sur l'ensemble de la nef, puisque nous sommes au sud de l'édifice. On voit tout d'abord l'excroissance le rajout du XVe siècle, là encore, sur le côté latéral de la nef. On pousse les murs comme l'église d'où on vient. Absolument, comme à Serres. Et on voit également une surélévation de l'édifice, là encore pour le fortifier et pour s'y protéger. Il faut bien se dire que dans nos petits villages charentais, souvent la population, en cas de guerre, voire d'invasion, allait se réfugier dans le lieu le plus fortifié, qui souvent était l'église, où on pouvait loger le plus de monde. Et il y avait souvent sur la voûte de l'église une partie haute qui servait donc à se défendre, à voir si des ennemis arrivaient, éventuellement, comme dans un château, leur lancer des projectiles, et puis stocker à la fois de la population et pourquoi pas des vivres pour tenir un siège, peut-être quelques jours ou plus. Alors, pour donner la situation géographique de Dirac, je le disais, nous sommes sur une hauteur. Et il y a quelques années, j'avais d'ailleurs réalisé une émission avec monsieur le maire de Dirac. Nous avons pile en face de la porte d'entrée de l'église la mairie, construite elle aussi sur cet oppidum. Oui, ils se font vraiment face à face. Lorsqu'on est dans l'axe du porche roman de l'église, a été construit, on est là au XIXe siècle, une très belle façade et une très belle porte d'entrée de la mairie qui se font vraiment face d'une façon quasi symétrique. Voilà, alors je vous disais, lorsque les gens se marient, pour ceux qui veulent passer à l'église, ils n'ont qu'un pas à faire pour rentrer dans l'église. Voilà, le cortège est le même de monsieur le maire à monsieur le curé. Voilà, les instrumentistes, s'il y en a, ne vont pas jouer très longtemps, parce que le chemin est très 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 court. Nous passons donc, nous sommes à l'extérieur de l'église, sur le côté de la nef, et là, il y a de très beaux modillons. Alors vous allez nous redire ce que sont ces modillons et qu'est-ce qu'on peut deviner, éventuellement deviner. Bien, ce sont des petites pierres en encorbellement qui sortent du mur, qui sont sculptées, alors parfois avec des têtes de personnages ou des têtes d'animaux comme ici, ou au contraire des parties végétales ou des parties géométriques. Et ces petites pierres en encorbellement, donc des corbeaux sculptés, donc qui deviennent des modillons,
tiennent des corniches. Une corniche ici qui tient donc cette partie haute dont je parlais et qui servait pour fortifier l'église Saint-Martial de Dirac au Moyen-Âge. Si on se plonge dans l'histoire, pourquoi sculpter ces corbeaux devenus modillons? Ça, c'est le goût roman. On aime bien que les pierres qui ressortent de l'édifice soient travaillées, soient sculptées. Une pierre qui sort sans être ornée, ça va pas. Il y a quelque chose qui manque. Alors même si c'est totalement inutile, mais c'est ça l'art aussi. Ce sont des choses totalement inutiles. Pourquoi sculpter ici ces pierres en encorbellement? Il n'y a pas de raison, si ce n'est une raison de goût. Ah oui, alors je vais peut-être ne pas avoir tout à fait la même idée, mais ça m'en rappelle aussi parfois ces sculptures qui peuvent être grimaçantes ou autres, sont pour éloigner les mauvais esprits, comme dans certaines religions, etc. Parce que vous dites c'est l'esthétique, je ne suis pas tout à fait sûr Oui, qu'il n'y ait que l'esthétique. oui. Ou alors, on a rendu esthétique quelque chose qui pour eux avait une autre signification. On est au Moyen Âge, on n'est quand même pas à notre époque. Oui, sûrement au XIIe siècle. Mais en même temps, c'est très complexe, les modillons. On a tout et son contraire. On a des figures diaboliques, on a des figures religieuses, on a des figures profanes, des figures de la vie domestique, de la vie des champs, on a des éléments de la nature, on a des éléments géométriques, comme je le disais. Et c'est pour ça que j'ai du mal un peu avec ces modillons, parce que on a la vie ordinaire, la vie fantastique, la vie rêvée, qui se mélangent, comme un peu sur les façades des églises. Mais sur les façades des églises, en général, il y a un code, il y a un sens. Les modillons, on a l'impression que, allez, on y va de son... peut-être d'une peur exorcisée, d'un sentiment exprimé, d'un savoir-faire, tout simplement. Je pense que tout est mêlé. Il n'y a pas le cinéma à l'époque, il n'y a pas, on ne sait pas lire. Mm. Il faut vraiment que, je vais dire, l'imagination, l'inconscient, Mm. tout ce qui peut nous troubler puisse s'exprimer et s'exprime ici aussi. C'est ça. Et alors, un autre lieu où elle peut s'exprimer, ce sont les façades. Et là, regardez bien, on a affaire à Dirac à une façade écran. C'est la façade romane typique. Elle a dû être construite, on va dire, autour de 1150, en plein milieu du XIIe siècle. Elle s'inspire des façades romanes à différents niveaux d'arcature superposés qui sont fréquentes en Angoumois, en Saintonge, dans le Poitou également, et que l'on voit triompher à la cathédrale d'Angoulême. Et là, cette façade est collée contre la nef. Elle a été ajoutée. On peut penser que la nef était terminée. Elle doit dater plutôt, elle, des années 1120. Et 20 ans plus tard, 20 ans après, on va coller devant cette façade qui est vraiment collée, une façade comme il y en a beaucoup en Charente. On peut penser à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Couronne, à l'église Saint-Hippolyte de Moulidar et bien d'autres, celle de Roulet également, qui ont donc ces niveaux d'arcature superposés. On est dans l'Angoumois roman typique, avec ici quand même un beau porche assez étroit, avec des colonnes qui ont des chapiteaux finement sculptés. Alors il faut s'arrêter un instant sur ces chapiteaux. Oui, alors il y a un peu de vent, ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit bizarre dans le micro. On sent que cette façade a été aussi altérée parce qu'elle est en plein vent et sûrement avec la pluie, etc. Ça à l'ouest, donc ça a abîmé un petit peu les pierres, comme si on était au bord de la mer finalement, où le sel mange la pierre. Et c'est aussi intéressant de tout ce que vous nous dites là, c'est-à-dire qu'il y a un mur et tout d'un coup sur ce mur, eh bien, on vient faire un autre mur décoratif. Avec, là encore, des choses fantastiques. On a par exemple ici des chimères. On a un griffon. On a un griffon sur le chapiteau qui ouvre sur le porche d'entrée dans l'église. Puis si on se déplace un peu plus sur la gauche, le chapiteau suivant, on a deux corps d'oiseaux, mais qui viennent se terminer en une seule tête. Animal fantastique, deux corps, une tête. Puis on a vraisemblablement un pasteur ou peut-être un personnage de l'Ancien ou du Nouveau Testament.
Bon, point d'interrogation. Et on a à nouveau ces oiseaux qui se font face, hein, qui se font face, et là aussi, deux corps qui se terminent en une seule tête. Et un Curieux. troisième sur le côté. Et un troisième Qui... sur le côté. Et un Sans- quatrième, dos à dos. donc voilà. Soit face à face, Ouais. quitte à devenir une seule tête, soit dos à dos. Et cette fois-ci, c'est presque le cou qui est commun. Et ensuite, à nouveau, deux très beaux oiseaux qui forment finalement une sphère. Les deux corps de l'oiseau, des deux oiseaux forment une sphère et ils se rejoignent au point culminant avec leurs deux becs. Et à l'intérieur, eh bien, la création. C'est vraiment superbe. Superbe. Mais alors, on retrouve partout ces corps qui regardent d'un côté ou de l'autre et ces animaux opposés, chimériques. Soit ils sont diamétralement opposés, soit au contraire, ils fusionnent. Et puis, toujours après les arcatures, alors, regardez la finesse du damier sculpté sur cette première corniche. Regardez la finesse aussi des entrelacs, comme des vagues, hein, sur l'archivolte de l'arc roman. Et puis, les quatre baies rectilignes, à la fois puissantes et sobres, qui sont toutes décorées là encore avec des motifs végétaux ou géométriques différents, ou même là encore des animaux. On va se reculer un peu parce que sinon on va se tordre le cou pour prendre un peu de large et voir cette très belle façade avant de rentrer dans l'église. C'est vraiment magnifique. Sobriété et puissance de la pierre. Cette église de Dirac, cette église Saint-Martial de Dirac est très minérale. Extérieure comme intérieure, c'est la pierre charentaise qui l'emporte. C'est impressionnant. Alors, nous allons maintenant entrer à l'intérieur de l'église. Donc on passe ce mur rapporté pour faire tout le décor. Et voilà. Et là, comme vous dites, ça saute aux yeux, et plus que ça, puisqu'on est dans une grotte, on est dans la pierre. On est complètement du sol au plafond en passant par les murs. C'est du minéral. Et il y a, comment dire, une sorte de cheminement. Vous allez nous expliquer, la nef où nous trouvons ces romans bien arrondis, et puis tout d'un coup, à un endroit, à la place du clocher, hein, toujours les 4 piliers, cette belle voûte, et on termine dans le chœur au fond, presque telle une iconostase. Oui, le chœur, l'abside semi-circulaire, hein, comme on avait tout à l'heure à l'église de Serres, est un peu isolé en fin d'œuvre. C'est le seul endroit qui apporte d'ailleurs un point lumineux avec le vert du vitrail, qui est très sobre. Et on voit effectivement une évolution qui est liée peut-être aussi à l'évolution des époques de construction ou de reconstruction. Je vous disais que la partie initiale de la nef doit être des années 1120-1130, la partie dans laquelle nous sommes actuellement. On le voit avec les arcatures de chaque côté, au nord comme au sud, hein, qui ouvrent sur les baies vitrées, hein, qui donnent la lumière à cette nef. C'est sobre, et là on est dans le roman puissant avec la voûte en arc de cercle. Et on voit que ce schéma avait été projeté aussi par la suite, mais qu'il a été remanié. Pourquoi ? Eh bien, pour agrandir l'église, on l'a vu à l'extérieur, et là on se rend encore mieux compte, on a doublé la base de la superficie de l'église ici, avec ses chapelles latérales. Et donc cela va entraîner une restructuration, une modification de l'architecture pour cette travée, l'ultime travée de la nef, qui n'est plus romane. Elle est devenue, puisqu'elle a été construite au XIIIe siècle, gothique plantagenée ou gothique angevin, c'est-à-dire une croisée d'ogives avec 8 bandeaux qui se croisent en une seule clé de voûte, le tout étant assez bombé. Là encore, on parlait tout à l'heure à l'église de Boué de l'influence de la cathédrale, de l'abbatiale Notre-Dame de la Couronne. Eh bien, on a cette même influence avec ce gothique plantagenet de l'extrême fin du XIIe siècle, voire début XIIIe, dans cette travée de l'église Saint-Martial de Dirac, avant de retomber
dans le roman pur, dans le roman sobre et puissant, un peu comme on l'a vu tout à l'heure à l'église de Serres. La fameuse coupole sur pendentif, cette fois-ci c'est des pendentifs simples, comme on a très fréquemment en Angoumois. Ces 4 pendentifs qui portent la coupole demi-sphérique qui elle-même porte le clocher dont on parlait tout à l'heure, que l'on voyait donc à l'extérieur, avant l'abside semi-circulaire en cul-de-four, très régulière, éclairée par 3 fenêtres, 3 baies, qui à la fois donnent toute la luminosité au lieu de la liturgie et en même temps toute l'atmosphère priante et d'une lumière un peu tamisée à l'ensemble de cet espace. C'est là-dessus que nous allons terminer notre émission, à travers ces 3 églises de la vallée de l'Échelle. Et alors, je pense que ceux qui voudront réagir sur la chaîne YouTube Télé 16, 16 c'est le chiffre, ça serait bien parce que ça me donne l'envie de poursuivre la visite des églises à travers la Charente, suivant les secteurs, pour qu'on aille à la découverte de ces magnifiques monuments. Et avec votre éclairage, Père Laurent Morin, un grand merci également à Kylian et à Samy. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.